Désignation des nouveaux animateurs de la CENI, et si le décor du glissement était déjà planté, l'appareil judiciaire congolais inspire-t-il confiance? Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Arlette Odiakachama du CEDUC et Yael Kankou Kazakou de l'UDPS dans Pièce contre pièce, acte 35. Bienvenue. Merci de votre fidélité à ces rendez-vous. Vous êtes chaque lundi des milliers à y prendre part. Cela nous honore. Bienvenue à tous et à toutes. Comme annoncé, je suis honoré de la présence de Yael Kankou Kazakou de l'UDPS. Bienvenue. Merci John. Alors, vous allez bien? Je vais très bien John. Les partis aussi va bien, les partis présidentiels. présidentiels. l'UDPS se porte très bien. On a déjà commencé la redynamisation de par sa base. Ah bon? Oui, parce que nous... Vous mettez déjà en ordre des batailles pour les élections? Nous attendons les élections. Nous sommes sûrs que ça va avoir lieu. Et donc, nous les attendons pied ferme. On va en parler. Oui. En face de vous, Arlette Odiakachama, une habituée de cette tribune, est très heureux de vous revoir. Merci beaucoup, John, pour ton invitation. Oui. Merci aussi à Monsieur Yael. Je vous en prie. Et merci à ceux qui disposent de leur temps pour nous suivre. CEDUC aussi va très bien. CEDUC va très bien dans sa mission de sensibiliser le peuple congolais, dans sa mission de formuler des plaidoyers auprès des décideurs. Et nous espérons que d'ici la fin du mandat, les décideurs finiront par nous écouter. Alors, vous gardez la parole. L'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par les tractations autour de la désignation de nouveaux membres à la CENI. L'enjeu, c'est les successeurs de Corneille Nangaa, mais nous apprenons déjà que la commission paritaire mixte instituée par l'Assemblée nationale a déposé son bureau auprès du président, auprès du bureau, a déposé son rapport auprès du bureau de la chambre basse du Parlement. Peut-on dire que nous venons là de franchir une autre étape, une étape de non-retour dans le processus de désignation des nouveaux animateurs de la CENI? Cette histoire, on en a tellement parlé, mais puisque ça constitue encore l'actualité du moment, et oui, même au regard de deux enjeux liés à cela, il est toujours important d'en parler. Nous en avons déjà plusieurs fois parlé, en ce qu'il est question de la désignation du président de la CENI. C'est qui le président de la CENI? C'est l'arbitre du combat électoral. C'est celui-là qui va nommer et qui va proclamer le vainqueur aux prochaines élections présidentielles. Donc c'est celui-là qui va donner et présenter au pays le futur président de la République, qu'il soit le président Félix Tshisekedi ou alors le prochain ou un tout autre. Provisoirement, bien sûr, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui devra trancher en définitive. Oui. Alors, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que on se retrouve dans le cas où la classe politique a décidé que la désignation du président de la CENI soit faite par la société civile, essentiellement la composante confession religieuse. J'imagine que c'était cette classe-là politique avait pensé qu'au niveau de la confession religieuse, il ne pourrait jamais se poser de problème, que les pères spirituels se mettraient tout à fait d'accord sur la désignation d'un candidat président de la CENI. Mais l'histoire a révélé que même à ce niveau-là, des problèmes peuvent se trouver. Même à ce niveau-là, il peut y avoir difficile à désigner un président de la CENI. La preuve est que après autant de tractations, nous n'avons toujours pas un président de la CENI. Mais non, là. Non, mais on a évolué. Hein? Il faut maintenant voir comment réellement évoluer et évoluer dans la bonne direction. Nous sommes de ceux qui pensent que seul le cadre de concertation entre acteurs politiques, c'est-à-dire Union Sacrée, SCC et la MOUCA,
Société civile. Société civile, oui, mais beaucoup plus les acteurs politiques, ils doivent décider du dénouement de cette situation. Cette classe politique qui autrefois avait décidé que la désignation du président de la CENI se fasse au niveau de confessions religieuses, face au constat que la confession religieuse peuvent échouer et ont échoué dans la désignation du président de la CENI de manière consensuelle. Mais il faut que cette classe-là, politique, se retrouve encore autour d'une table pour décider, pour dialoguer, voir si on doit continuer à confier cette tâche-là à la société civile. Alors dans ces cas, il faudra revoir la charte parce qu'on doit reconnaître que si jusqu'à présent, il y a eu du mal à désigner, c'est la charte. Ne doit pas être à long terme. Parce que là, maintenant, on ne va pas quand même se mettre autour d'une table pour parler modalité de désignation du président de la CENI. Pour le moment, ce sont les confessions religieuses. Peut-être pour l'avenir, on peut modifier, mais pas aujourd'hui. Oui, mais vous savez pourquoi la désignation du président de la CENI a été confiée à la société civile? C'est à force pour la société civile de le réclamer. Et la société civile promettait à la classe politique et au peuple congolais qu'eux seraient capables de mieux et facilement désigner un président de la CENI. Aujourd'hui, le constat est que même au niveau de la société civile, ils ont du mal à désigner le président de la CENI. Mais autant revenir peut-être à la désignation du président de la CENI par les acteurs politiques et laisser la société civile uniquement observer le déroulement du processus électoral. C'est ce que nous pensons. Nous avons connu cela par le passé. En 2011, lorsque les partis politiques avaient chacun envoyé ses délégués au sein de la CENI et les élections s'étaient passées, il faudrait que, aujourd'hui, face à ce blocage, face à l'incapacité pour la société civile de désigner un président de la CENI, que les acteurs politiques se retrouvent dans un cadre de concertation pour le constater et pour décider que la désignation du président de la CENI s'efface au niveau des partis politiques et non au niveau de la société civile pour avoir échoué. Le rôle qu'ils doivent désormais jouer dans le processus électoral doit être celui de l'observation des règles du jeu applicables en matière électorale. Yael Kankou, une réaction déjà, les confessions religieuses ayant échoué d'après Arlette Odia, il faudra carrément les retirer cette mission-là de désigner du président de la CENI et la confier carrément aux politiques. Alors, je commencerai par faire un constat dans les pays noirs, dans les pays africains. Si vous constatez aujourd'hui, depuis des millénaires, depuis des siècles, il n'y a que les pays noirs qui n'avancent pas. Tous les pays qui étaient sous-développés nous ont dépassés. Les pays qui étaient au même niveau que nous, non seulement nous ont rejoints, mais ils nous ont dépassés. Celui qui n'avance pas recule. Celui qui n'avance pas recule, comme tu le dis bien, si bien John. Alors vous savez bien que dans les années 70, on parlait du tiers-monde, du tiers-monde. Et dans le tiers-monde, il y avait les pays africains, les pays asiatiques, y compris la Chine, les pays d'Amérique latine, y compris un pays comme le Brésil. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore du tiers-monde? Non, on n'en parle plus du tout. Aujourd'hui, quand on veut désigner les pays les moins avancés dans le monde, on vous parle de l'Afrique subsaharienne. Encore un nom savant. Le tiers-monde n'est plus à la mode. Le tiers-monde n'est plus à la mode. L'Afrique subsaharienne. En fait, le tiers-monde signifie en français le troisième monde. Le monde des autres. Le monde des autres. C'est pas le tiers. Le tiers-monde, c'est le monde des autres. Mais on n'en parle plus. Parce que tous les autres pays sont sortis du tiers-monde. Les pays asiatiques, les pays d'Amérique latine, tous ces pays-là ont évolué. Les pays arabes. Il n'y a que les pays noirs qui patauchent, qui sont toujours en train de faire du surplace. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent respecter aucune règle de jeu. Même quand c'est eux-mêmes qui mettent en place des lois, ils ne veulent jamais les respecter. Vous savez que dans tous ces pays-là avancés, les élections sont gérées par le ministère de l'Intérieur. Oui, le gouvernement. Le gouvernement, en place. Alors pourquoi vous n'entendez pas dire « Ah mais non, ceux qui sont au gouvernement, ils vont tricher, nous on ne va pas passer ». Pourquoi vous n'entendez pas dire ça? Il n'y a qu'en Afrique qu'on entend tout le temps ça. À tel point
que l'Afrique devient un ghetto, si vous voulez, où on trouve les conférences nationales, les CENI, hein, Commission électorale nationale indépendante, même si le mot indépendant est là, mais avoir l'actualité politique, on se demande si la CENI est vraiment indépendante. Qui ont elles aussi montré leurs limites. Hein. Pardon? Les CENI. Oui. Elles aussi montré leurs limites. Oui, mais tout ça, c'est pour vous dire que l'Afrique se ghettoise. L'Afrique ne veut pas avancer. L'Afrique ne veut pas se développer. Les Africains ont toujours des choses particulières à eux-mêmes. Partout en Europe, on ne parle jamais de CENI. Vous avez gagné les élections, vous êtes parti majoritaire, vous êtes au pouvoir. C'est vous qui dirigez, vous avez le gouvernement, vous organisez les élections. Si les autres ne sont pas contents, tant pis. Qu'ils fassent tout pour devenir majoritaire et organiser à leur tour les élections. Vous avez suivi lors de Bush-Gore, comme ce qu'il y a eu comme problème. Au niveau de la Cour suprême. Alors là, on vient de suivre là, Trump, Biden. Eh ben, c'est pareil, il y a toujours des mécontents d'un côté et les contents de l'autre. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Il dit, écoutez mon petit gars, attends ton tour. Si tu gagnes au prochain tour, tu feras ce que l'autre a fait. Mais nous, on est toujours en train de tourner sur place. Alors, par rapport à ces processus de... Alors, ce processus, donc, Madame Ondia nous dit, maintenant, les religions ont échoué, il faut passer la main aux acteurs politiques. Oui, carrément. Mais quels acteurs politiques? Avec M. Fayoul et M. Mosito, qui jusqu'à aujourd'hui, 100 ans après, continuent à réclamer toujours la victoire aux élections qui ont eu lieu en 2018. Ils ont légèrement changé les discours. Légèrement changé. Suivez les voies. Ce n'est plus le combat. Le combat, c'est maintenant 2023, pas de glissement. Je suis presque tout le temps les débats politiques sur votre plateau, John, et aussi sur Télé 50. Chaque fois qu'il y a une garde de la Mouka qui prend la parole, il commence toujours par dire le président est élu. Fayoul, le président est élu. Est-ce que vous comprenez cela? Peut-on appeler ces gens-là des acteurs politiques? Les religieux, Madame Ondia vient de le dire, ils ont complètement échoué. Mais dans quel pays au monde on prend la politique du pays, on remet dans les mains des religieux? Dans quel pays au monde? Sinon, en Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Au XVIe siècle déjà, les Blancs ont séparé l'Église de l'État. Non, l'idée première était de neutraliser les politiques. Confier cette tâche aux religieux, qui par essence peuvent être l'Église au milieu du village. Alors je vous rappelais le Mumba qui disait aux religieux, ils ont arrêté d'évangéliser, ils se mènent un peu trop de la politique. Depuis le moment déjà, nous sommes dans les années 60. Le Marshal Mobutu a eu des problèmes énormes avec l'Église catholique. Vous vous souvenez peut-être. Hein, Cardinal Malula. Lors du recours politique de roi à l'authenticité. Mais qui est-ce qui a gêné toute cette politique, qui était pourtant une très bonne politique, qui non seulement... La même Église catholique. Non seulement devait aider les Congolais à s'émanciper. Les Aïrois. Les Aïrois de l'époque, mais aussi tous les Noirs du monde entier. À tel point que les Noirs américains aux États-Unis s'étaient inspirés de la politique de l'authenticité de Mobutu pour commencer à changer les noms. Elle s'est tombée le nom de Johnson et reprendre les noms africains. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, un peu partout, cette politique inspirait. Mais qui s'est opposé à cette politique? Le cardinal Malula et l'Église catholique. D'accord? Alors comment dans ce contexte-là peut-on encore aller faire recours à l'Église catholique, aux religieux? Mais là, vous réjouissez alors Arlette Kachama. Dans ce sens, elle dit qu'ils ont échoué. Oui. Elle a bien expliqué qu'on leur avait fait confiance, on croyait que c'était les pères spirituels, etc. etc. C'est pour vous dire tout simplement que les Africains que nous sommes, les Congolais en particulier, devons penser à aller de l'avant. Nous perdons trop de temps. Quand elle dit qu'on doit recommencer, les politiques ont échoué, on met ça aux mains des acteurs politiques. Eh bien, quels acteurs politiques? Parce que chacun tire le drap de son coin. Donc même là aussi, il y aura un problème. Il y aura un problème. Peut-être pire encore. Pire encore que les religieux, parce que les hommes politiques congolais, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Ôte-toi que je me mette. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent le pouvoir. Pourquoi faire? On n'en sait rien. Mais je vous rappellerai qu'en Afrique, on ne fait pas de la politique. En particulier au Congo. On n'a jamais fait de la politique. Parce que le mot politique, c'est un mot qui nous est importé, qui nous vient de la Grèce, tiré du mot polis. Polis, en grec, signifie la cité, donc la ville. Faire de la politique, c'est s'occuper des problèmes de la ville et par extension de la région et de l'État, donc de la nation. Donc, résoudre les problèmes qui se posent à la population. Alors, dites-moi, depuis qu'on fait la politique ici au Congo, quand s'est-on mis à résoudre les problèmes de la population? Depuis mais 1960. Tout le monde l'attendait avec l'UDPS, notre parti. Voilà. 3 ans après... L'UDPS, le parti du progrès.
quand le président Fachi prend le pouvoir, qui est-ce qui dirige le Congo? Nous avons le FCC dans tous les domaines, dans tous les postes clés. Il est bloqué partout. Tout ce qu'il veut faire, on bloque. Que chercher les gens du FCC? Tout simplement à ôter le président Fachi de sa place. Ils ont tout fait, ils ont tout mis en œuvre. Pour tout simplement dire voilà, il a failli ici, il faut. Tu t'imagines ça? Donc il y a quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui vous appelle. Venez, on va construire le pays ensemble. Mais vous, au fond de vous, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est le pouvoir. C'est ça, l'homme noir en général, et en particulier l'homme congolais, il n'y a que le pouvoir qui lui intéresse, rien d'autre. Mais par rapport au processus actuel, la situation a évolué, la commission paritaire a déjà déposé. Alors, elle a déposé. Son rapport, et si cette commission avait entériné les dévolus jetés sur M. Denis Kadima, qu'arrivera-t-il? Alors, moi je suis bien d'accord que cette commission ait déposé ça à l'Assemblée nationale. Ouais. Parce qu'on doit avancer. On ne va pas passer 10 ans à tourner en rond. Vous savez, dans cette commission, c'est la commission paritaire, mais il n'y a pas eu l'opposition dans cette commission. L'opposition a choisi la politique de la chaise vide. Il faut qu'elle en ait le courage, qu'elle assume. Nous, à l'UDPS, vous savez très bien, en 2006, l'UDPS a dit je ne participe pas aux élections présidentielles. Mais nous avons assumé. On ne se met pas blanc ni chapelet. S'ils ne veulent pas participer, leur chaise est vide. On passe, hein, on passe. Ah bon, les chiens à boire la caravane passe. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va passer du temps inutilement à se dire bon, venez, on va décider, et les gens ne veulent pas venir. Et pendant ce temps, les mêmes qui ne veulent pas venir à la table de négociation disent oh voilà, Fachi n'a rien fait, le peuple crève de faim, le social, on ne voit pas le social. Mais comment voulez-vous qu'on voie le social quand vous faites tout pour freiner toutes les mesures que l'on prend pour qu'il y ait du social du Congolais? En fait, ils veulent planter les décors du glissement et après l'opposer au régime actuel. Voilà, le glissement pour dire, voilà, il n'a rien fait pendant tout ce temps qu'il a été au pouvoir, il n'a rien fait. Qu'il dégage. Donc il ne faut pas le réélire. Et nous allons ici recommencer à zéro. On recommence les campagnes. Merci Aïton. Arlette Odiakachama, si jamais la commission paritaire validait les choix du G6, c'est-à-dire les 6 confessions religieuses, pensez-vous que c'est là une espèce de forcing aux conséquences incalculables? On apprend tous que le PV serait déposé à la plénière et on attend par conséquent l'avis de la plénière. Mais oui, je pense que ce PV-là doit être carrément rejeté. Par la plénière? Ce PV de désignation du candidat Kadima doit être rejeté par la plénière pour le fait qu'elle n'a pas respecté la forme, elle n'a pas respecté la démarche et la procédure qui devait aboutir à la désignation du président. Quelle est cette démarche? La démarche, elle est d'abord prévue par la charte des confessions religieuses, cette démarche qui veut que le président de la CENI soit le produit d'un consensus, soit les produits d'un vote. Nous avons vécu la situation telle qu'il n'y a pas eu consensus, parce que vous parlez du groupe des 6 et le groupe des 2. Dans cette hypothèse, qu'est-ce qu'il faut faire? D'après ce que prévoit la loi, il faut passer au vote. Alors, y a-t-il eu vote, oui ou non? Nous sommes tous d'accord, il n'y a jamais eu vote. Ah bon? Il n'y a jamais eu vote. Les 6 n'ont pas voté. Les 6 n'ont pas voté. Alors, si les 6 ont voté, on n'est plus dans l'hypothèse d'absence de consensus. Parce que si les 6 ont voté, ça veut dire que les 6 qui ont participé au vote ont tous abondé dans le même sens et le sens du vote n'existe plus. Mais Arlette Odia, qu'est-ce que prévoit la charte? Lorsque le consensus n'est pas trouvé, on passe au vote. N'est-ce pas là la charte? La charte prévoit que lorsque le consensus n'est pas trouvé, on passe au vote. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu vote? C'est ça mon problème. Est-ce qu'il y a eu vote? Ce procès verbal ne peut pas être validé, tout simplement parce que nous sommes un État supposé être respectueux de ces lois. Et quand une loi désigne la personne qui est supposée envoyer d'abord le PV, la charte est claire que seul le président de confession religieuse engage cette structure à l'égard des tiers. Est-ce l'Église catholique qui a transmis le procès verbal à l'Assemblée nationale?
La réponse est non. La charte prévoit que le procès verbal de désignation du président de la CENI soit contresigné par le président, le vice-président et le président et le rapporteur. Est-ce que ce PV-là, qui a été envoyé à la commission paritaire, a-t-il les deux signatures? Non, mais si les présidents... Mais arrête de dire, si les présidents, les vices ou les rapporteurs, par mauvaise foi ou par calcul politicien, ne veulent pas signer, qu'est-ce faire? Il n'y a pas un mécanisme pour les contourner. On ne va pas prendre les pays en otage. Je ne suis pas venu ici défendre le groupe des 2 contre les groupes des 6. Je suis en train de circonscrire les faits, de faire ma propre analyse et de proposer des solutions. Mais il y a aussi une part des calculs politiciens dans tout ça. Je ne veux pas rentrer dans ça. Moi, je préfère analyser ce que prévoit la loi, ce qui a été fait, ce qui tend à être fait. La loi est claire par rapport au fait que le président de la CENI doit être le produit d'un consensus entre différents chefs religieux. Ils sont au nombre de 8. Et lorsqu'il n'y a pas de consensus, il faut passer au vote. Ça a été fait. Il n'y a pas eu consensus, il n'y a pas eu vote. Qu'est-ce qu'il y a eu par la suite? Il y a eu le regroupement de 6 confessions religieuses qui dit avoir envoyé un procès verbal de désignation, semble-t-il, du candidat Kadima à la commission paritaire de l'Assemblée nationale. C'est à ce stade que nous nous situons. Maintenant, est-ce que les 6 confessions religieuses ont-ils la compétence réglementaire d'envoyer le procès verbal à la commission paritaire de l'Assemblée nationale? La réponse, elle est négative. Parce que la loi, cette charte-là, qui est une loi pour les membres de la corporation, donc les confessions religieuses, prévoit que seul le président de la confession religieuse, qui n'est autre que l'Église catholique, engage la structure à l'égard de tiers. Donc ça aurait dû être l'abbé, l'évêque Outembi d'envoyer le PV. Est-ce que le PV envoyé à la commission paritaire est-il signé par Outembi? La réponse est non. Le premier élément. Le second, le procès verbal de désignation doit être signé ou contre-signé par l'Église catholique, le président et le rapporteur. Le rapporteur. Les rapporteurs, c'est quelle église là? Ça m'échappe, on va retrouver ça. Alors, est-ce que le PV envoyé à la commission paritaire est-il contre-signé par l'Église catholique et le rapporteur? La réponse est négative. Mais au nom de quoi la commission paritaire doit considérer ce procès verbal? C'est là tout le problème. Non, mais moi, je ne suis pas pour l'Église catholique. Les pays en otage. Mais puisqu'on ne va, les pays doivent avancer. Oui, puisqu'on ne doit pas prendre le pays en otage, oui. Il faut que la classe politique se réunisse pour dégager des pistes de solutions. Ce n'est pas à un seul camp de décider de comment on va poursuivre lorsque la loi ou les textes réglementaires sont muets. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc les faire autrement, c'est du forcing. C'est pas seulement du forcing, mais c'est beaucoup plus la violation des règles qui régissent et les confessions religieuses et l'Assemblée nationale, et donc toutes les règles qui régissent le pays. Et l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, a la charge et la responsabilité de veiller au respect des lois, surtout que c'est le pouvoir législatif. Si eux ne respectent pas les lois, qui devrait les respecter? C'est d'eux que doivent venir l'exemple. C'est à ce niveau que nous nous situons. La désignation du candidat Kadima est irrégulière sur toute la ligne. Et la transmission de ce PV par la commission paritaire au niveau de la plénière de l'Assemblée nationale, c'est d'abord irrégulier. Je ne veux pas rentrer dans les débats sur ce qui est reproché à la commission paritaire, de dire si réellement elle est paritaire ou non. Moi, je reste sur les faits de la désignation du candidat président de la CENI. Le PV tel qu'il a été transmis est contresigné par des personnes n'ayant pas qualité. Si aujourd'hui on doit se mettre dans cette logique-là, de tout le temps passer en force, alors que la loi nous interdit et nous empêche d'y aller, ne pensez-vous pas que c'est instituer une république bananière contre laquelle Étienne Tshisekedi avait fortement milité?
Pour Étienne Tshisekedi, un pays ne peut se développer que lorsque les lois de la République sont respectées, lorsque les engagements politiques entre acteurs politiques sont respectés. En dehors de ces respects des textes et ces respects des principes, ces respects des règles du jeu politique, le développement du pays n'est pas possible. Et alors, en ce moment, l'Union sacrée a une occasion en or de prouver à la face du monde et à la face de tous les citoyens congolais qu'il peut encore respecter les règles du jeu applicables en matière de désignation. En faisant quoi? Mais tout simplement, ce que je venais de dire, l'Union sacrée doit respecter les textes et se rendre compte du fait que la désignation du candidat Kadima, mais surtout la transmission du procès verbal par la commission paritaire à l'Assemblée nationale est irrégulière. La solution, c'est celle de convoquer un cadre de concertation entre les acteurs politiques majeurs, les familles politiques majeures, qu'on entendait par là l'Union sacrée, le FCC et la MOUCA, pour dégager les pistes de solutions. Moi, je suis de la société civile en tant que CEDUC. Mais face à l'échec récolté au niveau de la société civile, souvenons-nous pourquoi la désignation du président de la CENI a été confiée à la société civile. C'est parce que celle-ci promettait mieux faire les choses que les politiques. C'est parce que les membres de la société civile criaient à la dépolitisation de la CENI. Maintenant, là, on est en train de voir la main des politiques derrière tous ces animateurs-là de confession religieuse. Mais pourquoi continuer à leur confier la mission, autant que cette mission rentre au niveau des politiques et que nous, la société civile, nous assurons le rôle d'observateur. Kazako plutôt, excusez-moi, la désignation du candidat Denis Kadima viole et la charte et les règlements, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, sur toute la ligne, a affirmé Arlette Odiakacham. Alors moi, vous savez, moi, ça m'attriste beaucoup quand je vois ce théâtre qu'offrent les Noirs en général. Les lois? Les Noirs. Ah, les Noirs, ok. Votre problème, c'est les Noirs. Oui, si. Je me suis toujours demandé à quel moment allons-nous décoller pour essayer de rejoindre d'autres sociétés qui sont non seulement déjà avancées, mais qui continuent à avancer. Mais au moment où on va respecter les lois. Le vote. Comment allez-vous voter lorsque les catholiques et les protestants, se rendant compte qu'ils sont mis en minorité, éteignent les lumières? Ils n'ont même pas respecté les autres confessions religieuses. Ils ont carrément éteint les lumières. Ils sont soudainement isolés. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je viens de vous dire tout à l'heure. Il faisait tard aussi. Hein? Pardon? Mais faire par rapport à quoi? Quand on a quelque chose à faire d'important, surtout dont dépend la vie de la population. Vous pouvez y passer toute la nuit. On peut y passer toute la nuit. On peut y passer toute sa vie. Alors, ces missions ont été la lumière. Ils ont refusé que le vote ait lieu. Moi, je vous dis une chose. Moi je ne suis pas dans vos passe-temps-là. Parce que vous passez tout le temps là-dedans, dans des choses que vous avez copiées ailleurs, que vous n'êtes pas capable d'appliquer. Les Noirs ont copié la démocratie à l'européenne. Vous comprenez ça? Dans notre éducation, il n'y a jamais eu de démocratie. Si vous allez dans nos familles, le père de famille, il fait la loi. Dans toutes nos familles, le père de famille, il fait la loi. Quand il n'est pas là, c'est son fils aîné qui fait la loi. En Europe, ça n'existe pas. Un gamin de 2 ans, qui a son grand frère de 30 ans, il l'appelle par son prénom, il dit je ne veux pas, je ne veux pas. Chez nous, ça ne se fait pas. Nous sommes éduqués dans la dictature. Nous sommes allés copier un système, la démocratie, que nous sommes incapables d'appliquer. Nous sommes incapables. Donc, on doit comprendre qu'aujourd'hui, UDPS, à travers vos propos, voudrait que l'on amène cette dictature-là de la famille à la gestion de l'État. L'UDPS, c'est un parti politique. C'est d'ailleurs le seul parti politique véritablement qui puisse se faire appeler parti politique. C'est un parti qui a une idéologie. C'est un parti qui s'est battu depuis toujours pour le progrès social et la démocratie. Vous savez, on a vécu la dictature avec Mobutu pendant plus de 30 ans. Vous l'avez dit vous-même, quand on causait dehors, Mouzé nous a amené la dictature. Il désignait, il nommait les bourgmestres, les députés, c'était la dictature. Je dirais Mobutu, dictature militaire, Mouzé, dictature que j'appellerais comment une dictature civile, et Joseph Kabila, dictature démocratique. Je dirais ça, dictature démocratique. Sous Joseph Kabila, on n'a jamais de démocratie. C'est Fatih, c'est l'UDPS qui nous amène un président qui amène réellement la démocratie. Et démocratie. Parce que quand Fatih arrive au pouvoir,
Son premier souci, c'est l'indépendance de la justice. Regardez notre devise. On va en parler tout justement. Regardez notre devise. Justice, paix, travail. La justice amène la paix. Et quand il y a la paix, on peut travailler. Mais vous avez tous les pays d'Afrique noire là. À leurs frontières, il n'y a pas de paix. Il y a les guerres partout. Comment peuvent-ils travailler? Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. L'UDPS amène la justice. Mais quand ceux qui ont continué à travailler depuis longtemps par des systèmes mafieux voient que le président Fathi amène l'indépendance de la justice, parce que ça doit commencer par là. Le juge, c'est quelqu'un qui doit être indépendant, qui ne doit pas subir la pression du pouvoir. Mais ici, on ne parle pas de justice, on parle du processus électoral. Quand les catholiques refusent de voter, vous appelez ça justice? Sans justice, on ne peut rien faire. Sans respect de l'ordre, vous le dites vous-même, on ne peut rien faire. Est-ce que ces catholiques ont respecté quelle loi? Et puisqu'ils ne les ont pas respectés, il faudrait alors que tout le monde se mette à ne plus rien respecter. Vous dites que Kadima, du début à la fin, mais comment Kadima est arrivé en finale? Parce que là, c'est la finale. Là. Il y a eu un service de spécialistes qui n'a fait un secrétariat technique qui n'a fait que trier les candidats, éliminer ceux qui ne méritaient pas. Ce n'est ni Fathi, ni l'UDPS que vous accusez à tort, qui a dit voilà, maintenant Kadima qui passe, ces gens-là étaient indépendants. Admettons, je voudrais s'il vous plaît, comme c'est un pièce contre pièce, je pense que je peux aussi relancer les débats. Prenons le cas que vous citez, celui des gens qui se sont trouvés minorisés, qui veulent absolument passer. Et qui ont fait de la dérobade. Ramenons ces cas-là dans le terrain du football. Admettons qu'un match est en train d'être joué, de se jouer, et qu'il y a une équipe qui a plus de buts marqués que l'autre. Aussi longtemps que le sifflet final n'a pas été lancé, n'a pas été donné, peut-on considérer celui-là comme vainqueur du match? C'est ça ma préoccupation. Dans le cas d'espèce, je vous ramène au cas d'espèce. Oui. Nous sommes dans le cas où il y a M. Kadima qui dit avoir, oui, un 6 confessions religieuses derrière lui, sur le 8. Naturellement, du point de vue numérique, c'est lui qui est en tête. Mais est-ce que la loi prévoit que le processus se limite là? Est-ce que c'est parce que les lumières ont été éteintes qu'on doit considérer que lui est vainqueur de cette compétition-là? C'est là que j'aimerais que vous allez jusqu'au bout du raisonnement. Du football que vous avez pris, l'arbitre est sur le terrain, il y a une équipe qui mène, je ne sais pas si c'est à 2. S'il y a une équipe qui sort du terrain sans que l'arbitre ait sifflé la fin du match, mais cette équipe perd le match. Mais il faudrait que ce soit l'arbitre qui le siffle, c'est ça le problème. Mais qui est l'arbitre? C'est les catholiques qui éteignent les lumières, qui sortent, c'est ça que vous appelez l'arbitre? C'est ce que ces confessions religieuses ont décidé dans la charte. C'est ça le problème. Non, la charte, elle est le fruit, la charte est le fruit, la charte est le fruit de l'expression de volonté de ces 8 confessions religieuses. Alors pourquoi les 2 confessions religieuses refusent de respecter cette charte-là? Parce que vous êtes allés jusqu'au bout. Il n'y a pas de consensus. La charte dit passez au vote. Vous refusez de passer au vote, vous éteignez les lumières. C'est ça le respect de la charte? Admettons que ces refus de passer au vote ne soient pas réglementaires et ne soient pas bons. Mais il ne faut pas se limiter là. Il faut continuer à passer au vote. Et quand vous n'êtes pas passé au vote, vous n'allez pas considérer que puisque vous êtes majoritaire, c'est votre voix qui va passer alors que la charte organise de quelle manière votre volonté s'impose à l'égard de tous. Tout le monde le sait. Ils ont même demandé de rencontrer le président de la République. Oui. Alors qu'ils ont une charte à suivre. Pourquoi ils évitent les votes? Pourquoi ils veulent aller voir le président. Pourquoi faire? Moi, je vais vous dire une chose. Ces caprices-là, il faut s'en passer. Sincèrement. On ne va pas tourner en rond pendant 10 ans parce qu'il y a un monsieur qui ne veut pas accepter. Mais sans passer, c'est pour cette raison. Mais ça risque de nous rattraper. C'est surtout pour cette raison qu'on pense qu'il est important que soit convoqué un cadre de concertation pour que les politiques décident de comment. Vous avez déjà oublié qu'Étienne Tshisekedi, en son temps, disait combien a la charge et la responsabilité, la classe politique pour trouver la solution aux problèmes de la nation. Et en voici un. Pourquoi vous voulez que la vie d'un camp s'impose sur celui des autres? Je viens de vous dire qu'on n'a jamais fait et qu'on ne fait pas de politique dans ce pays-là. La seule personne qui a commencé à faire de la politique, c'est le président Fathi qui est au pouvoir là. Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure là. Faire de la politique, c'est s'atteler à résoudre les problèmes qui se posent à sa population. C'est ce que Fathi fait depuis qu'il est au pouvoir.
Il a constaté qu'on fait n'importe quoi. C'est l'état sauvage. Il faut un état de droit. Est-ce que vous savez ce que c'est la démocratie? La démocratie signifie... Que vous avez prôné depuis toutes ces années. Moi, je comprends que votre argumentaire est partisan. C'est normal. Non, pas du tout. Oui, vous êtes dans un parti politique. La démocratie signifie en gros le pouvoir au peuple. Mais comme tout le peuple, toute la population ne peut pas diriger un pays, cette population délégue les gens, un groupe de gens qui vont la représenter. Mais ce n'est pas seulement ça. Dans la démocratie, madame, dans toutes les démocraties du monde entier, la majorité impose sa loi. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis d'accord, mais après un débat. On doit demander l'avis d'un tel. On va passer toute l'année là-dessus. On arrive à la fin du mandat du président Fathi, vous vous mettez à crier, il n'a rien fait, il n'arrive pas. Pas de glissement. Il faut qu'il travaille. Moi, je vais vous dire une chose. Si le président Fathi n'avait pas usé de sa sagesse et de son intelligence pour faire ce qu'il a fait en déplaçant Yelloum Kamba pour nommer les juges à la Cour constitutionnelle ailleurs, est-ce qu'il aurait continué à travailler? Non. À un certain moment, on dit qu'un fruit il tombe quand il est mûr. Mais si on attend, le fruit il ne se mûrit toujours pas, qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on coupe. Il faut avancer, madame. Voilà, on doit comprendre alors que c'est la démocratie. Il faut avancer. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Vous devez vous la dictature de la majorité. Dans tous les pays du monde entier, c'est pareil. C'est la dictature de la majorité. Non, non, non. Vous ne voulez pas vous plier à la majorité. Alors, c'est au plus grand regret du peuple congolais, parce que ce n'est pas l'UDPS qui définit le concept de démocratie. Vous avez bien dit que la démocratie, c'est essentiellement le pouvoir du peuple par les peuples et ce peuple a délégué une partie des gens qui le représentent. Au-delà de cela, la démocratie, c'est aussi la culture des débats. C'est à l'issue des débats que la voix de la majorité s'impose. Ce n'est pas avant le débat que vous estimez que cette voix de la majorité-là doit s'imposer. Et la démocratie, c'est la règle du nombre. La démocratie fait aussi appel. La démocratie, c'est la règle du nombre. La démocratie fait aussi appel à la règle du consensus. Et le consensus, c'est la règle de grands hommes. Le consensus, c'est celui-là qui permet les gens de continuer à vivre harmonieusement dans une société. Et il y a les règles du jeu qui ont été appliquées. Moi, je ne suis pas... Il est prouvé dans l'histoire du monde que les Noirs n'ont jamais été capables de trouver un consensus. C'est pour ça que les Blancs parlent toujours de la palabre africaine qui commence à 5 h du matin et qui finit à 5 h du soir. Il n'y a pas de solution. Mais vous avez voulu que l'Afrique garde aussi son identité. Vous ne voulez pas de votre identité. Vous n'en voulez pas. L'Africain ne se soucie pas des problèmes qui se posent à son peuple. Vous vous rendez compte des hommes politiques qui voient le peuple croupir, le peuple souffrir. Quand on fait un effort pour qu'on mette en place une politique qui puisse aider ce peuple, tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Vous vous rendez compte? Alors, tout ce but que pour le pouvoir. Alors, on évolue aussi. La justice, les lignes bougent. On avait toujours pris les cas Eteni Longondo de l'UDPS, ministre de la Santé publique, pour les brandir et prouver que la justice congolaise était appliquée de façon sélective. Mais au moment où nous parlons, Eteni Longondo, provisoirement bien sûr, il n'y a pas encore eu des jugements, est derrière les barreaux. Pensez-vous que les lignes bougent cette fois-ci et que l'appareil judiciaire congolais ne fonctionne pas de façon sélective? Merci beaucoup, John. Vous savez, je dois d'abord commencer par rappeler que je suis présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo. C'est une ASBL, c'est donc une structure de la société civile. Le peuple congolais reproche beaucoup de choses à la société civile parce qu'elle a été détournée de sa mission classique et traditionnelle. Quelle mission? Celle de défendre l'intérêt du peuple, la mission de formuler des plaidoyers en vue de l'amélioration de conditions de vie des populations. Et en tant que tel, le CEDUC s'est fixé la mission de servir le pays autrement, de demeurer indépendante, objective, mais surtout honnête dans sa démarche pour l'intérêt, non pas d'un Congolais ou d'un groupe de Congolais, mais l'intérêt de l'ensemble du peuple congolais. Quand vous me posez une question comme celle-là, je me souviens bien de l'arrestation du ministre Eteni Longondo, mais tout ce qui me préoccupe, moi, en tant que société civile, c'est celle de me dire quel est l'intérêt du petit peuple, quel est l'intérêt du souverain primaire dans cette arrestation du ministre, de l'ancien ministre de la Santé. On a cité le docteur Eteni Longondo. Mais laissez-moi vous dire que le peuple congolais mérite mieux que ce qui est en train mais c'est un pas vers la bonne direction, madame. On aurait bien voulu, oui. moi,
nous, au niveau des CEDUC, on aurait bien voulu que le ministre Eteni soit à la fois arrêté et jugé, et en même temps, que les fonds prétendus être détournés soient ramenés. Mais il n'a pas encore été jugé. C'est ça maintenant la mauvaise perception de l'état de droit et de la justice. Nous sommes ici face à une justice appliquée sur un acteur politique. Il a été malheureusement dit au peuple et à l'opinion qu'il ne peut y avoir réparation qu'à l'issue d'un procès. Les gens ont complètement oublié cet adage qui dit mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut un mauvais arrangement. J'ai dit qu'on doit privilégier la réparation par rapport à la condamnation. Et que si, écoutez-moi s'il vous plaît, et que si il y a lieu de commencer par la réparation, ce serait mieux. Parce que dans la réparation, c'est le peuple qui gagne. Dans la condamnation, le peuple ne gagne pas forcément. On a connu dans ce pays le dossier procès 100 jours. Il y a eu des condamnations dans ces dossiers. Le peuple congolais n'a jamais rien gagné. Il a eu des condamnations contre le ministre de l'EPST, Bakonga. Le Congo n'a jamais rien gagné. Il y a eu autant de condamnations. Les Congolais n'ont jamais rien gagné. On voudrait que la réparation précède la condamnation parce qu'il n'est écrit nulle part que la réparation doit forcément être... va précéder la condamnation alors que les faits n'ont pas été établis? C'est parce que la réparation, oui, elle n'est pas intimement liée à la condamnation. Lorsque les faits soient établis. Non. On peut accuser un innocent. Écoutez-moi. Lorsque un ministre est poursuivi pour détournement des deniers publics... Jusque-là, il est présumé être innocent. Oui, mais même avant que sa culpabilité ne soit établie, du point de vue politique, il peut être mis dans les conditions de remettre, soit par une conscientisation, soit par je ne sais quoi. Il s'agit de 6 millions de dollars. Il ne s'agit pas de 6 000 dollars ou de 60 000 dollars. Il s'agit de 6 millions de dollars. Vous n'allez pas dire que si réellement le ministre a détourné cet argent, il l'a bouffé d'un coup. Et à force du temps que pourrait prendre les procès, il pourrait les bouffer, admettons. Il pourrait les dissimuler, admettons qu'il l'ait réellement détourné. Comme c'est un acteur politique, surtout un produit de l'UDPS, le mieux pour nous, c'est de l'amener à restituer cet argent et à être jugé après. Non, mais parlant des ténis, au moment où on lui avait mis la pression par l'IGF, il avait restitué une partie d'argent. Hein. Oui, mais il faudrait qu'il restitue plus de 700 000 dollars. Mais qu'il restitue l'argent. Il ne faut quand même pas oublier que le docteur Eteni, c'est un UDPS. Oui. Donc, si il est clairement établi, quand je parle d'établi, je le dis dans le sens large du terme, pas au sens juridique du terme. Parce que pour le juriste, au sens juridique, c'est qu'un jugement de condamnation. Ouais, un procès. Voilà. Mais sans même cette procédure-là, si la démarche est de faire gagner le peuple congolais quelque chose, on peut commencer par retourner l'argent détourné dans le trésor public, dans les caisses de l'État, et voir dans quelle mesure continuer avec la procédure judiciaire. Je vais vous donner un exemple. Prenons le cas où il y a plusieurs citoyens congolais qui ont perdu de leur vie parce que soit ils ont revendiqué pour les élections, ils ont revendiqué pour la démocratie, ils ont perdu leur vie. Ces citoyens congolais-là, on peut citer les Thérèse Kapangala, la sœur religieuse, on peut citer les Luc Kouloula, on peut citer, ils sont tant à être là, et même les inconnus. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été indemnisés d'une certaine manière. Pensez-vous que ces gens-là ne peuvent être indemnisés qu'à l'issue d'un procès? Non, c'est mal comprendre la notion de justice. Le procès s'est fait pour, à la fin, que la partie victime soit indemnisée. Mais s'il y a lieu de cette indemnisation et de cette réparation avant le procès, c'est toujours
la meilleure des options à prendre. C'est en cela qu'on dit mieux vaut c'est quelqu'un qui n'est pas condamné. Madame, sur quelle base? Donc, tout ce que j'ai dit, vous n'avez rien compris. C'est ce que je constate. Non, je pense que vous n'avez rien compris. Sur quelle base vous avez dit à quelqu'un? Arrêtez de penser... base des soupçons. Non. Arrêtez de penser qu'il ne peut y avoir réparation qu'à l'issue d'une condamnation. Alors, je vais vous donner un exemple clair et simple. Vous allez... Il y a un cas d'accident. Par exemple, quand vous avez tamponné quelqu'un et que ce monsieur-là a perdu sa vie. Mais là, c'est pas tant. Écoute-moi. Et que la personne que vous avez condamnée a perdu sa vie, vous êtes poursuivable pour homicide involontaire. Vous devez aller en prison et purger vos 2 ans de prison. Mais il arrive des cas où les parties conviennent. Il est clairement établi qu'il y a eu un homicide. Clairement établi. Oui. Clairement établi. Oui. Vous l'avez dit. J'ai dit clairement, pas sur base d'une décision. Non, pas sur base d'une décision de justice. Mais en cas de détournement, ce n'est pas toujours clairement établi qu'il y a eu détournement. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X et Y peuvent tous convenir que, voilà, tu ne sais pas justifier l'orientation de tel montant, de tel montant, de tel montant. Alors, pour les montants global qui n'est pas justifié, il t'incombe la charge soit de les justifier, soit de les restituer. C'est ce que je dis. Alors, la personne qui ne sait pas justifier les sommes d'argent telles qu'elles ont été dépensées ou utilisées, peut convenir, peut restituer. Madame, comme dans le cas que j'évoquais, les cas d'accident, il peut y avoir réparation, indemnisation, sans forcément passer par la prison, sans forcément passer par des instances judiciaires, privilégiant des actions qui sont de l'intérêt du peuple. Et entre autres, la réparation, sans forcément la soumettre à la condamnation. Il faut faire le choix du système que vous l'appliquez. Je vous ai dit tout à l'heure, vous copiez la démocratie, vous copiez les trucs que vous êtes incapable d'appliquer. Mais là encore, c'est d'ailleurs propre à nous, Congolais, les arrangements, les réparations. Et les Européennes. En Europe, on ne fait jamais ce que vous venez de dire là. Jamais. Nulle part dans ce pays. Non, ne dites pas jamais. Il y a la loi, on applique la loi. Jamais. Ils ne le font pas. Ils suivent la loi. Donc, on parle de justice là. Moi, je vais vous dire une chose. Depuis Mobutu, on est passé par Kabila Mouzé, Kabila Jikaka, qui nous a fait un beau discours. La récréation est finie. Les portes des prisons seront grandement ouvertes. On n'a jamais vu pendant ces régimes-là un ministre, un PDG, un Européen, un Libanais rentrer en prison au Congo. Jamais. Avec l'arrivée du Fathi leur a dit, laissez la justice faire son travail. Vous savez, l'ancien ministre de Justice, sous Kabila, il est parti à cause de ça. Il voulait tout le temps intervenir dans les décisions des juges. Le président Fathi, là, c'est pour voir l'émanence de l'UDPS. On dit démocratie et progrès social. Il se lave les mains. Il ne veut pas intervenir dans les affaires des juges. Vous pensez que c'est depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il est au pouvoir que les gens voient réellement que les portes de prison sont ouvertes. C'est qui ces gens-là? Aujourd'hui, même un ministre, un PDG, le type qui était craint de tous, n'a plus ce pouvoir-là au Congo avec Fathi. Et vous trouvez que c'est normal? Parce qu'il sait que c'est normal. Non, c'est parce pas que normal. tous doivent être égaux devant la loi. Le ministre sait que s'il met la main dans la caisse publique, il va en prison. Alors qu'avant Fathi, c'était toujours les plus petits qui allaient en prison. Aujourd'hui, on sait que tout le monde peut faire de la prison. Est-ce que vous savez... Et quand vous dites quel est l'intérêt du peuple, oui. Eh bien, vous ne voyez pas l'intérêt du peuple. L'intérêt du peuple, c'est qu'à terme, il n'y aura plus du tout de pillage du trésor. Mais si c'était le cas, Etienne n'aurait pas détourné. S'il vous plaît, depuis que le président Fathi est là, il y a eu combien d'arrestations? Mais si seulement ce raisonnement-là est correct, alors ce détournement n'aurait pas existé. S'il vous plaît, si vous prenez 80% des gens qui travaillent aujourd'hui, que ce soit dans les tribunaux, même parmi les juges, c'est des gens qui ont bossé dans des systèmes mafieux pendant des décades, pendant des décennies. Avec Joseph Kabila, avec Mobutu, ils sont habitués à une façon de faire, de la mafia. Donc c'est ancré, c'est entré même dans leurs os. Je peux même dire que leur cerveau n'est plus un cerveau normal. Tellement ils trouvent normal de mettre la main dans la caisse de l'État. Arrêtez d'aller dans les sensationnels. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, depuis que le président Fathi est arrivé, il leur a fait comprendre. Mais
Vous venez, on travaille pour le pays, je vous fais confiance. Laissons la justice travailler de façon indépendante. Mais jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire que même parmi les juges, il y en a qui ont du mal à accepter ça. Parce qu'ils ont été habitués à ce qu'un coup de fil vienne du palais de la nation. Non, écoutez, ce dossier-là, vous mettez de côté. Fatih ne fait pas ça. Même les juges sont déboussolés. C'est pour ça que vous me dites, mais ça continue. On n'est pas dans ce que les gens font ou ne font pas. On est dans ce qui est en train d'être fait, doit profiter au peuple. Mais ne nous ramenez pas dans le long et dans le court terme, parce que de ce point de vue, on va vous rappeler les procès qui ont eu lieu, qui n'ont rien donné au peuple. Nous voulons... Je suis en train de vous dire ceci. Vous dites, quel est l'intérêt du peuple? Mais l'intérêt du peuple, madame, c'est qu'à terme, il n'y aurait plus, peut-être 1%. Ça a un effet dissuasif. Il n'y aura plus de fraude, il n'y aura plus de détournement de fonds publics. Mais détrompez-vous, il y aura toujours des détournements. 1%, 2% dans les autres pays au monde, mais qui finiront toujours par des procès. Parce que même s'il y a 1% de gens qui détournent, il y en a dans tous les pays du monde entier, mais parce que la loi est là, ces gens seront poursuivis, arrêtés, foutus en prison. Ça n'a jamais existé au Congo. C'est Fatih, l'UDPS. Ces procès jouent un rôle d'épouvantail, ça fait peur. Il n'y a plus virtuel détourneur. Il n'y a plus d'hommes forts dans le pays. Au potentiel détourneur. Tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde sait que s'il met la main dans la salle qu'il est attrapé, il va en prison. Avant, ce n'était pas du tout pareil. Et à terme, c'est le peuple qui est gagnant. Parce qu'il y a plein d'argent qui vont rester dans le trésor public. Parce qu'il y a très peu de gens qui vont détourner. Avec cet argent, le peuple sera gagnant. Vous savez, le président Fatih est en train de poser des bases. La fondation d'un État. On n'a pas d'État dans ce pays-là. On n'a jamais eu d'État. Il est en train de poser les bases de l'État. Il faut arrêter de faire croire aux gens, ceux-là qui nous suivent, que je ne suis pas pour l'État de droit ou que je remets en cause la volonté du président Félix Tshisekedi à ramener l'État de droit au pays. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas non plus pour l'impunité. Je ne dis pas que les ministres ne devraient pas être arrêtés pour le simple fait qu'ils sont ministres. Non, moi je mets un accent sur l'effet de la réparation, parce que vous savez comme moi combien le peuple veut gagner quelque chose de tous les procès qui sont initiés. Ça c'est des 1. Des 2, le peuple veut aussi que ces ministres-là soient correctement choisis par l'arrestation du docteur Eteni. On est aussi... Le peuple est aussi maintenant en insécurité. C'est lui de dire que même l'UDPS nous amènera des détourneurs au sommet de l'État. Un travail à faire en amont. Ça veut dire, mais c'est clair. L'UDPS vous fait voir qu'un ministre, qu'il soit de l'UDPS ou pas, quand il a commis proche du président ou pas, c'est ça l'état de droit. Mais on n'a pas besoin de ministre détourneur pour qu'il soit arrêté et que l'on dise au peuple, voilà, il est arrêté. Et on a besoin des hommes intègres au sommet de l'État et à tous les niveaux de responsabilité. Un ministre, c'est une personne. Mais au sein d'un parti politique, on peut déjà savoir que ce monsieur est loyal, celui-ci ne l'est pas. Ce monsieur est correct, celui-ci ne l'est pas. C'est pas évident. C'est pour cela, ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on désigne des personnes qui sont appelées à diriger. Et donc l'UDPS nous prouve qu'il compte aussi des mauvaises personnes qui peuvent faire traîner le développement du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Un ministre, c'est une personne humaine comme vous et moi, qui est né quelque part, qui a une certaine éducation. Qui peut avoir ses démons. Hein? Qui peut avoir ses démons. Et le problème, c'est le système. Le problème, c'est l'application de la loi. Le problème, c'est le système. Quand le système est favorable au détournement, croyez-moi, les prisons vont s'y remplir, mais le peuple ne va pas goûter aux délices, de ses richesses. C'est ça le problème. Et pour vous, le plus important, c'est que tous les ministres aillent en prison et que l'on applaudisse que sous le président Félix, les ministres étaient en prison. Mais pour nous, il faut que cet argent-là ne soit pas détourné en amont pour qu'en aval, le peuple soit en train de pleurer et de croupir dans la misère. Ce système-là dont vous parlez, c'est celui que le président Fatih avait promis de déboulonner et qu'il a commencé à déboulonner, qu'il est en train de déboulonner. C'est ce système mafieux-là. Mais pourquoi à chaque fois qu'on évolue avec les débats, vous avez tendance à nous ramener en arrière, à nous ramener au système de Kabila qui a déjà été sanctionné par la voie des urnes. Le système a changé. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un système qui a des animateurs
honnêtes, des animateurs qui peuvent bien servir la nation. On n'a pas besoin qu'ils soient démontrés à la face du monde et du peuple que tous les ministres sont en train d'être arrêtés. C'est ça le problème. Amenez-nous des hommes intègres au sommet de l'État. Le problème, c'est lequel? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Même parmi les juges, il y a des gens qui ne comprennent rien, qui sont déboussolés. Ils étaient habitués pendant 60 ans à ces pratiques-là. Ils voient un monsieur qui vient, qui s'appelle Fatchubeton, qui leur dit « Moi, je ne me mêlerai jamais de la justice. » Il met fin à la récréation. Et vous pensez que c'est normal? Cette constitution-là de la République, celle que vous avez entre vos mains, fait du président de la République, peut-être que vous ne le savez pas, le magistrat suprême. Oui. Et qu'est-ce que cela ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Ça veut dire que c'est le premier qui doit se soucier, en tout cas, du bien-être de sa population. Le magistrat suprême, donc, il coiffe tout, quoi. Il est au-dessus de tout. Mais c'est ça, justement, coiffer tout, ça veut dire aussi veiller à ce que les lois de la République soient respectées. Mais c'est ce qu'il fait. Veiller à ce que les procédures judiciaires soient bien respectées. Je vous arrête parce que nous atterrissons, place au calme pour conclure. Arlette Odiaka-Chama, nous atterrissons déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, d'abord, je dis merci pour votre invitation. Je dis aussi merci au peuple qui se donne le temps de nous suivre de temps en temps. La thématique, elle était importante et intéressante. Nous voulons d'un président de la CENI consensuel, ou alors si les parties prenantes ne savent pas se mettre d'accord sur une personnalité, alors que le reste de la procédure suive aussi ce qui est prévu par la loi, c'est-à-dire que le vote soit régulièrement fait, que le président de la confession religieuse soit celui-là qui va contresigner le procès verbal de désignation dans les règles de l'art, qu'il soit aussi celui-là qui va envoyer le procès verbal de désignation à l'Assemblée nationale, de sorte à amener la commission paritaire à valider, au moins tout le monde sera à l'aise. Mais puisque à l'étape actuelle, il est clairement prouvé que toutes ces procédures légales n'ont pas été respectées, la responsabilité revient à la classe politique de constater ensemble l'échec au niveau de la confession religieuse, de décider ensemble s'il faut continuer à confier cette responsabilité aux confessions religieuses. Alors dans cette hypothèse, il sera question de modifier la charte pour pallier à certaines de ces lacunes. Justice K était Nilomondo. S'agissant de la justice, pour nous, nous considérons que les différentes arrestations des ministres, c'est tout simplement pour jeter la poudre aux yeux du peuple et lui donner l'impression que réellement la justice fonctionne. Dans ce pays, il y a des citoyens qui font plusieurs années des tours aux tribunaux et au parquet de la République, mais qui n'ont jamais eu de solution à leurs problèmes. Il y a des citoyens qui ont perdu leurs biens tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de quoi corrompre le magistrat. Il y a des citoyens qui ont plaidé leur affaire depuis le mois de janvier et jusqu'à aujourd'hui, au mois d'août, qui n'ont pas encore eu de jugement. Il y a ces citoyens-là qui sont en prison alors qu'ils sont innocents. Il y a des citoyens en prison qui ne savent pas manger, qui ne savent pas boire, qui ne sont pas pris en charge par l'État. Et si ces choses-là sont réellement corrigées, c'est là que le peuple pourrait dire que la justice est en marche dans notre pays. Ce n'est pas par l'arrestation des ministres. Et l'arrestation des ministres aussi, elle devait être précédée par la réparation. Vous avez dit, pardon, brièvement, que la réparation va suivre la condamnation. Alors, dans cette hypothèse, je peux être étant partiellement d'accord avec vous, je voudrais que l'argent détourné soit retrouvé et consigné quelque part dans un compte du Trésor en attendant l'issue du procès. Et c'est là que le peuple dirait exactement que ses dirigeants travaillent pour son intérêt. Il y a le temps. Conclusion. Vous savez, John, la RDC, normalement, c'est le plus grand pays au monde. De par sa géographie, en plein Équateur, de par ses richesses naturelles, c'est le pays le plus riche au monde. C'est ce pays-là qui devrait diriger le monde. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard qu'Adolf Hitler, dans son projet final, voulait établir son gouvernement central au Congo-Léopoldville. Ah bon? Adolf Hitler dirigeait le monde entier à partir du Congo. Mais vous vous rendez compte, un tel pays qui se retrouve aujourd'hui avec un peuple qui vit avec moins de 2 $ par jour. Donc, seuil de pauvreté. Pour mettre fin à cela, il faut la justice, madame.
C'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui est partout. Toutes les années que nous avons vécues, je viens de le dire, je le redis, avec Mobutu et les deux Kabila, il n'y a jamais eu de justice dans ce pays-là. Voilà l'office du progrès social, du parti qui a toujours prôné la démocratie et le progrès social qui arrive au pouvoir. Quel est son cheval de bataille? La justice, l'état de droit. L'état de droit fait qu'il n'y a plus d'homme fort dans ce pays-là. Qu'il soit ministre, qu'il soit PDG, qu'il soit noir ou blanc, une fois qu'il est pris en flagrant délit, même si ce n'est pas en flagrant délit, une fois qu'il a commis un délit, il doit payer, il doit y répondre. C'est pour cela qu'il est important, en tout cas, que l'état de droit soit mis en place. Le peuple congolais doit comprendre que ce que le président Faché est en train de faire, c'est une fondation en super béton armé. Jusqu'aujourd'hui, madame a parlé des juges, des gens qui sont en prison, qui ne sont pas jugés. Mais je viens de vous le dire, même parmi les juges, il y en a qui sont encore dans l'ancien système mafieux, qui nous croient, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je sois indépendant. Merci beaucoup, Moi j'attendais le coup de fil de la Maison Blanche. Vous comprenez ça? Yael Kankou, le peuple doit savoir que tout ce qui est en train d'être fait va être payant à terme. Yael Kankou Kazakou, d'élu des PES, merci beaucoup. C'était à la fois un plaisir et un honneur. Merci. Arlette Odia. On se retrouvera avec Arlette, certainement. Arlette Odia Kachama, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Retrouvez ces magazines en rediffusion ce mardi à partir de 11h. Un nouveau rendez-vous est pris avec pièce contre pièce le lundi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.